Installez-vous confortablement, bienvenue à la lueur de la bougie. Ce soir, je vais vous raconter mon histoire de l'enfant fantôme qui réclamait qu'on joue avec lui chaque nuit. Je m'appelle Élise, 32 ans, institutrice remplaçante, et je passais alors ma vie entre plusieurs écoles d'une même circonscription rurale, sans jamais vraiment poser mes valises quelque part. Ce rythme itinérant me convenait plutôt bien, jusqu'au jour où mon compagnon, Thomas, a décroché un poste stable dans une petite ville qu'aucun de nous deux ne connaissait vraiment auparavant. Nous formions un couple depuis 6 ans, partageant depuis le début cette vie de nomade professionnel, lui en tant que technicien itinérant, moi au gré des remplacements que l'académie voulait bien m'attribuer chaque rentrée. Cette proposition de poste fixe est arrivée presque par surprise un matin de printemps, et nous avons pris la décision en quelques semaines seulement de saisir enfin cette occasion de nous établir durablement quelque part. Je me réjouissais secrètement de pouvoir moi aussi demander une affectation stable dans le secteur, lassé de préparer chaque année de nouveaux cartons pour rejoindre une école différente à chaque rentrée scolaire. Nous avons visité plusieurs biens avant de tomber sur cette longère en pierre entourée d'un grand terrain avec un prix étonnamment raisonnable compte tenu de sa superficie et de son cachet indéniable. L'agence nous avait simplement mentionné que la maison était restée vide plusieurs années, sans autre précision, et nous n'avions pas jugé utile d'insister davantage sur ce détail à l'époque. Nous avons emménagé début octobre, sous un ciel déjà froid, porté par cet élan particulier qu'on ressent quand deux vies s'assemblent enfin sous un même toit qu'on peut appeler nôtre. Thomas prenait son poste dès la semaine suivante, tandis que je disposais de quelques jours pour organiser les cartons, choisir l'emplacement des meubles, apprivoiser petit à petit ce nouveau territoire domestique. La maison comptait 4 chambres à l'étage, dont une, plus petite, tapissée d'un papier peint défraîchi, ornée de petits ballons colorés qui avaient dû appartenir autrefois à un enfant très jeune. Nous avons décidé d'en faire un bureau, entassant provisoirement quelques cartons contre le mur, sans nous douter que cette pièce allait bientôt devenir le centre de tout ce que j'allais vivre. Le calme du village m'a rapidement séduite, avec ses ruelles étroites, son épicerie tenue par un couple âgé et cette lenteur du quotidien qui tranchait avec l'agitation à laquelle j'étais habituée. Thomas rentrait tard le soir, épuisé par ses nouvelles responsabilités, et je passais mes journées seule dans la maison, entre lectures, promenades dans le grand jardin et petits travaux d'aménagement. Les premières semaines se sont écoulées sans le moindre incident notable, hormis peut-être une impression diffuse, difficile à formuler, que la maison n'était pas tout à fait aussi vide que nous le pensions. Rien de précis, rien qui justifie une inquiétude particulière, simplement cette sensation ténue qu'on éprouve parfois en entrant dans une pièce qu'on vient pourtant de quitter quelques minutes auparavant. Je me suis surprise à ralentir le pas en passant devant certaines pièces, à écouter plus attentivement les silences ordinaires de la maison, sans pourtant réussir à identifier précisément ce qui, chez moi, avait changé depuis notre arrivée dans cette longère. Je m'occupais aussi, durant ces journées solitaires, à préparer le jardin pour l'hiver, taillant les haies, ratissant les feuilles mortes, découvrant peu à peu les limites exactes d'un terrain bien plus vaste que tout ce que j'avais connu jusque-là. Au fond de la parcelle, derrière un bosquet de noisetiers, j'avais repéré une petite mare entourée de joncs, entièrement libre d'accès, sans la moindre barrière pour en signaler le danger éventuel aux enfants du voisinage. Je m'étais promis d'en parler à Thomas dès son retour, songeant vaguement à faire installer une clôture, sans imaginer alors à quel point ce détail allait, quelques semaines plus tard, prendre une importance toute particulière dans notre histoire. Les soirées passaient lentement, rythmées par mes lectures au coin du feu et par les appels téléphoniques de Thomas m'annonçant qu'il rentrerait tard, occupé par les exigences d'un poste encore nouveau pour lui. C'est un soir de la mi-novembre que tout a réellement commencé, alors que je rangeais des dossiers dans l'ancien bureau, celui tapissé de ballons colorés, vers 21h. Un rire d'enfant a résonné derrière moi, bref, aigu, presque joyeux, provenant du couloir désert alors que Thomas travaillait encore et que la maison ne comptait en théorie aucun autre occupant que moi-même. Je me suis retournée d'un bond, certaine d'avoir mal interprété un bruit venu de l'extérieur, un jeu d'enfants du voisinage peut-être, malgré l'heure tardive et le froid qui aurait dû tous les tenir enfermés chez eux. Le couloir était vide, la porte d'entrée fermée à clé comme toujours, et pourtant ce rire s'était imprimé dans mon esprit avec une netteté qui ne laissait guère de place au doute sur sa réalité. J'ai vérifié chaque pièce de l'étage, chaque placard, m'attendant presque à découvrir un enfant du voisinage venu se cacher là par jeu, avant de me raisonner en me rappelant que toutes les fenêtres restaient closes depuis le matin. J'ai fini par redescendre au salon, allumant la radio pour combler ce silence devenu soudain oppressant, incapable de me concentrer sur quoi que ce soit d'autre que ce rire encore présent dans ma mémoire. Quand Thomas est rentré, 1 heure plus tard, je ne lui ai rien dit, préférant garder cette expérience pour moi, redoutant qu'il n'y voie qu'un effet de fatigue ou d'imagination un peu trop fertile après notre déménagement récent.
J'ai dormi cette nuit-là d'un sommeil léger, sursautant au moindre grincement du parquet, sans pourtant réentendre le moindre bruit suspect avant que le jour ne se lève enfin sur la campagne environnante. Les nuits suivantes, le phénomène s'est répété presque quotidiennement, toujours vers la même heure, entre 21h et 21h30, comme calé sur une horloge que je ne parvenais pas à comprendre. J'entendais des petits pas courir dans le couloir de l'étage, légers, rapides, accompagnés parfois de ce rire cristallin qui semblait provenir tantôt de la chambre-bureau, tantôt de la salle de bain juste à côté. Un soir, alors que je regardais la télévision au salon, une balle en mousse rangée dans un carton non défait est descendue seule les marches de l'escalier, rebondissant marche après marche jusqu'à venir rouler contre mes pieds. Je suis resté figé devant cet objet, incapable pendant plusieurs secondes de formuler la moindre pensée cohérente, tant l'image de cette balle roulant vers moi contredisait tout ce que je croyais possible jusque-là. J'ai fini par éteindre la télévision, incapable de me concentrer davantage sur le programme en cours, et j'ai passé le reste de la soirée assise silencieusement dans le canapé, les yeux fixés sur l'escalier, comme s'il pouvait encore livrer un indice. Je me suis surprise à parler à voix basse dans le salon vide, demandant timidement si quelqu'un se trouvait bien là, sans obtenir la moindre réponse cette fois, seulement un silence qui m'a paru presque plus lourd que n'importe quel bruit inexpliqué. J'ai ramassé la balle avec des gestes lents, presque cérémonieux, et je l'ai reposée dans le carton d'où elle provenait, tentant de me convaincre qu'un simple courant d'air ou une inclinaison du plancher expliquait cet incident. Thomas, rentré peu après, a écouté mon récit avec un sourire amusé, évoquant la fatigue accumulée depuis notre déménagement, sans se moquer réellement, mais sans non plus prendre l'affaire très au sérieux à ce stade. Je n'ai pas insisté ce soir-là, préférant garder pour moi le doute grandissant qui commençait à s'installer, cette conviction diffuse que quelque chose dans cette maison réclamait ma présence avec une insistance particulière. Les jours qui ont suivi ont confirmé mes craintes bien plus qu'ils ne les ont apaisées, chaque soirée apportant son lot de petits phénomènes que je finissais par consigner mentalement, faute d'oser encore les noter par écrit, redoutant presque de leur donner ainsi une réalité trop tangible. J'ai remarqué que les jouets rangés dans les cartons de l'ancien bureau finissaient toujours par se retrouver disposés différemment au matin, formant parfois un cercle grossier au centre de la pièce, comme préparé pour un jeu. Une peluche en forme de lapin que j'avais moi-même rangée tout au fond d'une boîte réapparaissait systématiquement posée sur le rebord de la fenêtre, orientée face à l'extérieur, comme si quelqu'un guettait quelque chose depuis cette position. Je passais chaque matin un moment à tout ranger de nouveau, sans jamais parvenir à comprendre comment ces objets pouvaient ainsi se déplacer durant la nuit alors que la porte de la pièce restait toujours fermée. Une angoisse sourde a commencé à grandir en moi, non pas tant liée à la peur d'un danger immédiat, mais plutôt à cette impossibilité de comprendre ce que cette présence, quelle qu'elle soit, attendait précisément de moi. Une angoisse sourde a commencé à grandir en moi, non pas tant liée à la peur d'un danger immédiat, mais plutôt à cette impossibilité de comprendre ce que cette présence, quelle qu'elle soit, attendait précisément de moi. J'ai fini par photographier chaque matin cette disposition particulière des jouets, comparant les images d'un jour à l'autre, remarquant que le cercle se resserrait très légèrement au fil du temps, comme si quelqu'un attendait patiemment que je vienne enfin m'y joindre. Cette observation, loin de me rassurer, a renforcé mon sentiment que quelque chose, dans cette pièce, réclamait activement ma participation plutôt qu'une simple observation passive depuis le seuil de la porte que je n'osais franchir entièrement le matin. Moi qui arrivais désormais fatiguée dans les classes que je remplaçais, distraite par des pensées qui n'avaient rien à voir avec les programmes scolaires que je devais pourtant suivre chaque jour. Une collègue institutrice, remarquant mes cernes, m'a demandé si tout allait bien à la maison, et j'ai répondu vaguement que je m'adaptais encore à ce grand terrain qui demandait, disais-je, bien plus d'entretien qu'un simple appartement. Je n'osais évoquer la vérité auprès de personne, redoutant qu'on ne mette en doute mon équilibre, moi dont le métier reposait justement sur la capacité à paraître stable et rassurante devant des enfants qui me faisaient confiance chaque jour, une confiance que je ne voulais surtout pas trahir par mes propres doutes. Le soir, en revanche, je me surprenais parfois à guetter l'heure avec une impatience presque contradictoire, mélange de crainte sincère et d'une curiosité que je ne parvenais pas totalement à réprimer face à ces événements inexpliqués. Un soir, poussé par une curiosité qui l'emportait désormais sur ma prudence, j'ai décidé de rester assise dans le couloir de l'étage, juste avant l'heure habituelle où survenaient ces manifestations. J'ai éteint toutes les lumières sauf une petite lampe posée au sol et j'ai attendu, le dos calé contre le mur, les genoux repliés contre ma poitrine, guettant le moindre indice de ce qui allait se produire. Vers 21h précises, une petite voix a murmuré, tout près de moi, à peine audible, une phrase simple qui m'a glacé le sang bien plus que n'importe quel bruit entendu jusque-là. « Tu veux jouer avec moi »
J'ai retenu mon souffle, incapable de répondre immédiatement, partagé entre une terreur profonde et une émotion inattendue, presque de la tendresse, en entendant cette voix si fragile s'adresser directement à moi. J'ai fini par balbutier un oui hésitant, et aussitôt, une sensation de mouvement léger a semblé traverser le couloir, comme une brise invisible qui aurait couru jusqu'à la porte de l'ancien bureau, désormais entr'ouverte. Je me suis relevée pour entrer dans la pièce, découvrant les jouets disposés en cercle exactement comme les matins précédents, avec au centre la peluche en forme de lapin, positionnée bien droite face à l'entrée. J'ai eu l'impression étrange d'être attendue, comme si cette disposition m'invitait explicitement à participer à quelque chose que je ne comprenais pas encore, et j'ai hésité longuement avant de m'asseoir prudemment près du cercle formé. Je me suis installée en tailleur, à quelques centimètres seulement de la peluche, sans oser encore la toucher, attendant patiemment un signe, une voix, n'importe quel indice qui confirmerait que je n'étais pas simplement en train de parler toute seule dans une pièce vide. Les minutes se sont écoulées lentement, ponctuées uniquement par le tic-tac discret d'une horloge posée sur l'étagère, et j'ai fini par ressentir, malgré ce silence prolongé, une forme de paix inattendue à rester ainsi assise au milieu de ces jouets abandonnés depuis si longtemps. Rien ne s'est produit d'autre cette nuit-là, aucune voix supplémentaire, aucun mouvement visible, seulement ce silence particulier qui m'a semblé, rétrospectivement, chargé d'une présence attentive, curieuse de ma propre réaction face à elle. Rien ne s'est produit d'autre cette nuit-là, aucune voix supplémentaire, aucun mouvement visible, seulement ce silence particulier qui m'a semblé, rétrospectivement, chargé d'une présence attentive, curieuse de ma propre réaction face à elle. Je suis restée encore un long moment assise dans cette pièce, entourée des jouets disposés en cercle, incapable de me résoudre à quitter les lieux, tant que persistait cette impression étrange de compagnie silencieuse autour de moi. Vers 22 heures, Thomas m'a appelé depuis le salon, m'annonçant qu'il rentrait plus tôt que prévu, et j'ai quitté la pièce à contre-cœur, refermant doucement la porte comme on quitte une chambre où dort quelqu'un de fragile. Je lui ai raconté, cette fois sans détour, tout ce que j'avais vécu depuis plusieurs semaines, m'attendant à un scepticisme amusé, mais il m'a écouté avec un sérieux inattendu, se contentant de me demander si j'avais peur. Je lui ai répondu honnêtement que non, plus vraiment, que cette présence me semblait davantage triste que menaçante, et il a hoché la tête sans chercher à minimiser ce que je venais de partager avec lui pour la première fois, avant de me proposer, lui aussi, de participer à mes recherches. Les jours suivants, j'ai commencé mes propres recherches sur l'histoire de la Longère, consultant les archives municipales et interrogeant la boulangère du village, réputée pour connaître les moindres secrets de la commune entière. Elle m'a parlé sans grand enthousiasme au début d'une famille ayant vécu dans cette maison une trentaine d'années plus tôt, une famille marquée par un drame que personne, disait-elle, n'aimait vraiment évoquer en détail. Un petit garçon, prénommé Nathan, aurait disparu un après-midi d'été, retrouvé plusieurs heures plus tard dans la mare située au fond du terrain, celle-là même que j'avais remarquée en visitant la propriété sans y prêter davantage attention. Ses parents, incapables de rester dans cette maison après ce drame, l'avaient rapidement vendue, avant qu'elle ne change de main à plusieurs reprises et finisse par rester vacante durant de longues années successives. Ses parents, incapables de rester dans cette maison après ce drame, l'avaient rapidement vendue, avant qu'elle ne change de main à plusieurs reprises et finisse par rester vacante durant de longues années successives. La boulangère se souvenait encore, avec une émotion palpable dans la voix, de cet été-là, expliquant que tout le village avait participé aux recherches durant plusieurs heures avant qu'on ne retrouve finalement le petit garçon dans la mare. Elle m'a raconté que Nathan avait 5 ans à peine, un enfant vif et rieur selon ses propres souvenirs d'adolescente, toujours prêt à inventer des jeux avec les autres enfants du village lors des rares occasions où sa famille sortait un peu. Elle m'a confié aussi que sa mère, incapable de porter le deuil publiquement dans un village aussi petit où chacun connaissait chacun, avait insisté pour déménager le plus rapidement possible, sans jamais donner de nouvelles par la suite, laissant derrière elle une maison qui allait rester marquée par ce silence pendant des décennies entières. J'ai consulté ensuite les archives municipales, retrouvant un acte de décès laconique daté d'un mois de juillet, sans autre détail que la mention administrative d'une noyade accidentelle survenue sur la propriété familiale ce jour-là, un document froid qui contrastait violemment avec la chaleur de ce que je vivais chaque soir. Cette révélation a résonné violemment avec tout ce que je vivais depuis mon emménagement, expliquant peut-être cette insistance particulière autour du jeu, cette voix d'enfant réclamant simplement qu'on veuille bien lui accorder un peu d'attention. J'ai imaginé ce petit garçon, seul dans cette immense maison vide pendant tant d'années, incapable de comprendre pourquoi plus personne ne venait jouer avec lui, incapable peut-être de saisir la nature exacte de ce qui lui était arrivé. Une compassion profonde a remplacé la peur qui m'habitait jusque-là, transformant chaque soirée en une attente presque tendre plutôt qu'en une source d'angoisse, malgré l'étrangeté persistante de la situation que je continuais de vivre.
J'ai décidé de ne plus fuir ces manifestations, mais au contraire de m'y prêter davantage, convaincu désormais qu'un enfant, même privé de corps, méritait qu'on lui consacre un peu de temps et de douceur. Le soir suivant, je suis retourné m'installer dans l'ancien bureau, muni cette fois d'un vieux jeu de cartes retrouvé dans un placard, prêt à proposer une activité concrète plutôt que d'attendre passivement un signe quelconque. La petite voix est revenue presque aussitôt, plus assurée cette fois, me demandant si je connaissais le jeu de cache-cache, un jeu auquel, disait-elle avec une candeur touchante, personne n'avait plus voulu jouer avec lui depuis très longtemps. J'ai accepté, proposant à voix haute de compter jusqu'à 20 pendant qu'il se cacherait quelque part dans la maison, m'efforçant de dissimuler le tremblement dans ma voix derrière un ton faussement enjoué et rassurant. J'ai fermé les yeux, compté lentement, et parcouru ensuite chaque pièce en appelant son prénom, jusqu'à ressentir, dans un coin du grenier que je n'avais encore jamais exploré, une présence particulièrement dense et immobile. Je me souviens de la joie presque enfantine que j'ai ressentie ce soir-là en découvrant cette cachette improbable, comme si j'avais réellement retrouvé un enfant bien vivant plutôt qu'une simple sensation dans un grenier poussiéreux et encombré. Les soirées suivantes, nous avons inversé les rôles, Nathan comptant à sa manière tandis que je me cachais moi-même derrière les meubles du salon, entendant ses petits pas approcher puis s'éloigner dans une joyeuse confusion feinte. J'avais fini par instaurer une routine douce, préparant chaque soir un petit goûter symbolique que je disposais sur la table basse, un carré de chocolat et un verre de lait que je retrouvais parfois légèrement déplacé au matin. Ce quotidien étrange, loin de m'épuiser comme je l'aurais imaginé au départ, m'apportait au contraire une forme de tendresse inattendue, comme si je prenais soin à ma modeste mesure d'un enfant que personne n'avait plus bordé depuis bien longtemps. Ce rituel s'est répété plusieurs soirées consécutives, chacune renforçant un peu plus ce lien étrange que je tissais avec cette présence enfantine, sans jamais réussir à percevoir distinctement son apparence, seulement sa voix et ses rires. Thomas, mis progressivement au courant de ces échanges, restait sceptique quant à leur origine exacte, mais il ne pouvait nier l'apaisement visible qui s'installait chez moi, ni les petits changements matériels qu'il constatait parfois lui-même en rentrant. Un soir, il a lui-même entendu distinctement ce rire enfantin depuis la cuisine, alors que nous étions tous deux persuadés d'être absolument seuls dans la maison à cet instant précis, ce qui a fini par ébranler son scepticisme initial. Il était resté d'abord silencieux, presque blême, avant de me demander à voix basse si c'était bien ce genre de bruit que j'entendais depuis plusieurs semaines déjà, sans jamais oser lui en parler avec autant de précision auparavant. Cette expérience partagée a changé quelque chose entre nous, comme si nous portions désormais ensemble ce secret plutôt que moi seul, et Thomas a commencé, à sa manière plus pragmatique, à s'intéresser lui aussi à l'histoire de Nathan. Il a proposé un dimanche matin de faire poser cette clôture autour de la mare que je repoussais depuis notre emménagement, expliquant qu'il se sentirait plus tranquille en sachant cet endroit sécurisé, quelle qu'en soit finalement la raison profonde. Nous avons passé cette journée ensemble à planter les poteaux, unis dans un geste qui nous semblait, sans que nous osions vraiment nous l'avouer, adressé autant à notre propre sécurité future qu'à la mémoire de cet enfant disparu. Nous avons alors décidé, d'un commun accord, de chercher ensemble une manière d'aider véritablement ce petit garçon, plutôt que de simplement continuer indéfiniment ce jeu nocturne qui, sentions-nous, ne pouvait constituer une solution durable. J'ai contacté une psychologue spécialisée dans l'accompagnement du deuil infantile, lui exposant la situation sous un angle prudent, évoquant un intérêt personnel pour la manière dont les enfants disparus trop tôt pouvaient rester présents symboliquement. Elle m'a expliqué avec beaucoup de délicatesse que certains enfants décédés brutalement conservaient parfois, selon différentes croyances culturelles, une forme d'attachement très fort à leurs habitudes quotidiennes, en particulier au jeu, faute d'avoir pu véritablement comprendre leur propre disparition. Elle m'a suggéré d'organiser une sorte de cérémonie douce, un moment symbolique où l'on reconnaîtrait explicitement l'existence de cet enfant, où on lui dirait au revoir avec tendresse plutôt que de chercher à faire cesser brutalement ses manifestations. Cette approche m'a immédiatement semblé juste, bien plus respectueuse que n'importe quelle tentative d'exorcisme ou de bannissement que j'aurais pu envisager par simple peur de l'inconnu qui continuait de m'habiter malgré tout. Elle m'a également conseillé d'associer, si possible, un objet familier à cet enfant dans le déroulement de cette cérémonie, quelque chose qui aurait pu réellement lui appartenir plutôt qu'un simple jouet acheté récemment, sans lien avec son histoire propre. Je me suis alors souvenu de la peluche en forme de lapin, celle qui réapparaissait systématiquement sur le rebord de la fenêtre, et j'ai eu l'intuition assez forte qu'il s'agissait précisément de l'un de ces anciens jouets, oubliés dans la maison. J'ai vérifié discrètement, en examinant les coutures usées et la matière jaunie par le temps, que cet objet ne pouvait raisonnablement dater de moins de 30 ans, confirmant ainsi mon hypothèse selon laquelle il avait bel et bien appartenu à Nathan lui-même.
Cette découverte m'a ému profondément, réalisant que ce lapin en peluche avait sans doute été son compagnon de jeu favori, oublié par mégarde lors du déménagement précipité de sa famille après le drame survenu tant d'années auparavant, un oubli qui avait fini, à sa manière, par le retenir prisonnier de cette maison. Nous avons choisi un dimanche après-midi ensoleillé pour organiser ce moment particulier, installant dans le jardin, non loin de la mare désormais clôturée par nos soins, quelques jouets simples ainsi qu'un petit ballon coloré. J'ai parlé à voix haute, expliquant à Nathan, si tant est que ce fût réellement son nom, que nous avions appris son histoire, que nous étions profondément désolés pour ce qui lui était arrivé tant d'années auparavant. Je lui ai dit qu'il pouvait continuer de jouer autant qu'il le souhaitait, mais qu'il pouvait aussi, s'il le désirait, aller retrouver ceux qui l'attendaient peut-être ailleurs, sans plus jamais avoir besoin d'attendre quelqu'un dans cette maison solitaire. Thomas a proposé à ma grande surprise de lancer le ballon en direction du jardin, comme s'il s'adressait lui aussi directement à cet enfant invisible, l'invitant à jouer une dernière fois, avant peut-être de pouvoir enfin partir en paix. J'ai posé la vieille peluche en forme de lapin au pied du pommier, ajustant délicatement ses oreilles usées comme on borderait un enfant avant la nuit, incapable de retenir mes larmes devant la simplicité bouleversante de ce geste. J'ai prononcé son prénom à voix haute une dernière fois, lui promettant que nous prendrions soin désormais de cet endroit, que la mare ne représenterait plus jamais de danger pour aucun enfant grâce à la clôture posée quelques jours plus tôt. Un long silence a suivi mes paroles, ponctué seulement par le chant lointain d'un oiseau et le bruissement léger des feuilles, avant que je ne ressente cette même sensation de brise inexpliquée déjà évoquée quelques instants auparavant par mon récit. Le ballon a roulé sur la pelouse, s'arrêtant contre un vieux pommier planté au fond du terrain, et un souffle d'air soudain, bien que la journée fût parfaitement calme, a fait bruisser doucement les feuilles au-dessus de nos têtes. J'ai ressenti à cet instant précis une émotion indescriptible, mélange de tristesse profonde et d'un apaisement inattendu, comme si quelque chose venait réellement de se dénouer entre ces murs qui abritaient depuis si longtemps ce chagrin muet. Les jours suivants ont confirmé cette impression. Plus aucun rire dans le couloir, plus aucun jouet déplacé durant la nuit, plus cette sensation diffuse d'être observé dès que je pénétrais dans l'ancien bureau tapissé de ballons colorés. La maison semblait respirer différemment, plus légère, presque reconnaissante, et j'ai compris que Nathan, entendu après tant d'années de silence, avait probablement trouvé la paix qu'il cherchait à travers ces jeux nocturnes réclamés avec tant d'insistance. Quelques semaines plus tard, nous avons transformé l'ancien bureau en véritable chambre d'amis, choisissant délibérément d'y conserver quelques jouets anciens sur une étagère, non par superstition, mais comme un discret hommage à ce petit garçon disparu trop tôt. La boulangère, apprenant que nous avions découvert cette histoire, nous a confié que la famille de Nathan avait quitté la région depuis longtemps, sans jamais vraiment surmonter ce deuil, préférant tourner définitivement la page plutôt que d'y revenir un jour. J'ai pensé souvent depuis à cette mère et ce père inconnus, portant quelque part ailleurs un chagrin que leur fils, lui, semblait avoir enfin pu déposer entre les murs de cette maison, qui était devenue à sa manière un lieu d'attente puis de repos. Je ne saurai jamais avec certitude ce qui s'est réellement joué durant ces quelques semaines particulières, mais je garde intacte la conviction d'avoir offert, à défaut d'autre chose, un peu de compagnie à un enfant qui n'attendait rien d'autre au fond. J'ai retourné voir la boulangère quelques semaines après cette cérémonie, lui racontant, sans entrer dans tous les détails, que nous avions installé une clôture autour de la mare et rendu un discret hommage au petit garçon qu'elle avait connu enfant elle-même. Elle m'a remercié avec une émotion sincère, m'expliquant que cette histoire avait longtemps pesé sur la conscience collective du village, chacun se sentant vaguement coupable de ne jamais avoir su comment honorer véritablement la mémoire de cet enfant disparu si jeune. Elle m'a confié aussi qu'elle irait volontiers, désormais, déposer parfois quelques fleurs près de ce pommier, si nous le lui permettions, un geste simple qui a fini par créer entre nous une amitié sincère que je n'aurais jamais imaginée en emménageant ici. Nous avons pris l'habitude, chaque été depuis, d'organiser une petite kermesse improvisée dans le jardin pour les enfants du village, une manière discrète mais joyeuse de perpétuer, à notre façon, l'esprit d'un enfant qui aimait tant jouer avec les autres et qui mérite, je crois, de ne jamais être tout à fait oublié. Aujourd'hui, notre maison est devenue un endroit chaleureux, animé par les rires bien réels de nos propres invités, sans plus aucune trace de cette présence discrète qui nous a pourtant tant appris sur la patience et l'écoute. Il m'arrive certains soirs calmes de repenser à cette petite voix demandant simplement qu'on joue avec elle, et je me surprends alors à sourire, touché encore par la simplicité bouleversante de cette requête d'enfant. Cette expérience m'a profondément changé, m'apprenant que derrière chaque manifestation étrange se cache peut-être avant tout un besoin très humain, celui d'être vu, entendu, accompagné, même par-delà les frontières que nous croyons infranchissables entre les vivants et les absents.
Je repense souvent à Nathan lorsque je croise, dans mon métier d'enseignante, des enfants réclamant simplement un peu d'attention, et je m'efforce désormais de ne jamais négliger cette demande, aussi discrète ou étrange puisse-t-elle parfois sembler. J'ai fini par obtenir, l'année suivante, cette affectation stable que j'espérais dans une école du village voisin, un poste que j'occupe encore aujourd'hui avec un plaisir renouvelé chaque matin en retrouvant mes élèves dans la petite classe qui m'a été confiée. J'y raconte parfois, lorsque l'occasion s'y prête discrètement, l'histoire d'un enfant qui aimait beaucoup jouer, sans jamais mentionner évidemment la véritable nature de mon expérience, préférant simplement transmettre cette leçon d'attention que Nathan m'a offerte malgré lui. Thomas garde lui aussi un souvenir ému de cette période, évoquant parfois, lors de nos dîners entre amis, cette histoire incroyable qu'il vécut à ses côtés, avec une sincérité qui surprend toujours nos invités les plus sceptiques au départ, avant qu'ils ne finissent presque tous par la croire à leur tour. Nous n'avons jamais vendu cette maison, malgré les propositions parfois généreuses de certains acheteurs séduits par son cachet, préférant continuer d'y vivre, convaincus tous deux qu'elle abrite encore aujourd'hui une part précieuse de notre propre histoire commune. Voilà, c'est ainsi que se termine mon histoire de l'enfant fantôme qui réclamait qu'on joue avec lui chaque nuit. Merci infiniment de m'avoir écouté ce soir, votre présence compte plus que vous ne l'imaginez pour moi et pour cette chaîne. N'oubliez pas, vous êtes ici, à la lueur de la bougie, l'endroit où les histoires vraies méritent d'être racontées et entendues. Je vous donne rendez-vous demain soir, à la même heure, pour une nouvelle histoire, toujours à la lueur de la bougie.